Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La journée de dimanche, le 7 mai donc, a bien évidemment été marquée par la victoire d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles. Ce mardi matin, une vingtaine de salariés de France Antilles ont effectué une marche symbolique jusqu'au tribunal de commerce où doivent se prendre les décisions finales sur la liquidation et la reprise du journal. Depuis le 3 mai et jusqu'au 12 mai prochain, Pôle emploi Martinique organise la seconde édition de la quinzaine pour l'emploi de la jeunesse. Ce dimanche 7 mai, en fin de matinée, le jeune arbitre de la rencontre ayant opposé les U17 du CS Vauclinois à ceux du CODST a été agressé sur le parking du stade du Vauclin au moment où il regagnait son véhicule. Le jeudi 27 avril dernier, nous nous sommes rendus au siège de la Fédération des très petites entreprises de Martinique où se déroulait la 5e édition des Jeudis de la stratégie. La journée de dimanche, le 7 mai, a bien évidemment été marquée par la victoire d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles. Il a obtenu 66,1% des suffrages exprimés contre 33,9% pour Marine Le Pen. Chez nous, avec une participation extrêmement basse d'à peine un électeur sur deux, la victoire de l'ancien ministre est encore plus nette puisque 77,5% des électeurs martiniquais ont voté pour lui. Un score qu'on retrouve à l'identique quasiment dans toutes les communes et même au Prêcheur, qui avait pourtant été la seule commune de notre île à plébisciter le Front National au premier tour. Cette fois-ci, Marine Le Pen n'est arrivée en tête nulle part. Malgré les nombreuses rumeurs et les assauts des journalistes, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas encore dévoilé la composition du nouveau gouvernement avec lequel il entend diriger. Mais dès ce lundi 15 mai, nous devrions enfin connaître les noms des futurs ministres. Cependant, les élections législatives pourraient remettre en question sa répartition des postes, puisque son gouvernement devra obtenir le soutien de la majorité des députés. Et Serge Letchimy a fait parvenir à la presse le communiqué suivant. Le député Serge Letchimy, président du Parti progressiste martiniquais, salue la victoire d'Emmanuel Macron, qui a pu ainsi contrer la montée du Front National et ouvrir les voies de l'espérance. Fin de citation. On observera la sobriété de ce communiqué. Celui du Parti socialiste, que nous vous livrons également dans sa totalité, est beaucoup plus explicite. La victoire d'Emmanuel Macron constitue indéniablement un succès démocratique mettant à l'abri la République. Les socialistes martiniquais sont fiers d'avoir contribué à freiner la poussée du Front National, évitant ainsi le pire. Je tiens à féliciter les électrices et les électeurs qui, avec clairvoyance et discernement, ont été très nombreux à faire le choix de la dignité et de la raison en stoppant Marine Le Pen dans son élan. Cependant, avec près de 11 millions de voix sur l'ensemble de la France, le Front National atteint un triste et inquiétant record. Ce résultat déroutant et inquiétant mérite donc beaucoup de réflexion et nul ne peut s'en satisfaire. La victoire d'Emmanuel Macron est incontestable et souveraine et je la salue. Elle préserve la République du populisme et de la xénophobie, mais pour autant, le nouveau président devra rapidement relever les nombreux et grands défis qui lui font face. De fait, Emmanuel Macron devra être à l'écoute de tous ceux qui ont appelé à voter en sa faveur par raison et non par adhésion. La Fédération socialiste de Martinique souhaite donc beaucoup de réussite au nouveau président en ayant constamment comme principe ou moteur de son action la justice sociale, l'écoute, l'humilité et l'ouverture. Ce mardi matin, une vingtaine de salariés de France Antilles ont effectué une marche symbolique sur le boulevard du Général de Gaulle jusqu'au tribunal de commerce où doivent se prendre les décisions finales sur la liquidation et la reprise du journal. Les employés du quotidien n'ont pas caché leur profonde inquiétude et leur sentiment d'abandon de la part de leur direction. Rappelons par ailleurs que 3 repreneurs se sont proposés. Aujourd'hui, mardi 9 mai, une délégation de l'ARS rencontrait les représentants du personnel de la maison de retraite des Trois-Îlets.
Le personnel a entamé un mouvement de contestation. Les principales revendications sont l'augmentation des effectifs, jugés insuffisants, et la réintégration d'un cadre qui avait été écarté par la direction. Et puis, après une vingtaine de jours de grève, les agents de l'hôpital de Trinité ne décolèrent pas et le mouvement se poursuit en cette nouvelle semaine. On notera cependant que le personnel a déjà obtenu le déblocage de 6 millions d'euros pour la réhabilitation du site. Depuis le 3 mai et jusqu'au 12 mai prochain, Pôle emploi Martinique organise la seconde édition de la caravane, la quinzaine pour l'emploi de la jeunesse. Explication. Mercredi dernier, le 3 mai donc, de 8h à 13h, nous étions à la place des Arawaks de Schellcher pour assister au lancement de la quinzaine de l'emploi pour la jeunesse. Cette manifestation vise à sensibiliser les jeunes au plus près des territoires en répondant de façon ciblée aux demandes de chacun. Cette année, outre la ville de Schellcher, la caravane de Pôle emploi était au Marin, vendredi 5 mai dernier, à la Maison des associations. Ce mercredi 10 mai, c'est sur la place de la mairie de Bellefontaine que les jeunes seront accueillis, c'est donc demain. Et le vendredi 12 mai, cette quinzaine pour l'emploi de la jeunesse s'achèvera à Sainte-Marie, sur la place Clarissa Jean-Philippe. Marie-Christine Solbiac, coordinatrice de l'accompagnement intensif des jeunes à Pôle emploi, a expliqué que les jeunes ont ainsi l'occasion de rencontrer les partenaires de l'opération, comme par exemple le RSMA, la Marine nationale, l'armée de terre, les centres de formation ou encore l'IMS, l'Institut martiniquais du sport. Des ateliers ont été proposés pour aider ces jeunes à mieux concevoir leur CV, leurs lettres de motivation et même préparer leurs entretiens d'embauche. Ils ont également pu rencontrer les employeurs invités, très intéressés par cette manifestation. Regardez. On s'en souvient, interpellé le 25 avril dernier par les policiers du SRPJ, Lucette Michaud-Chevry, la présidente de la communauté d'agglomération de Basse-Terre, avait fait un malaise. Ses médecins lui ont prescrit un arrêt de 20 jours, pendant lesquels elle ne peut donc pas être interrogée. Ils jurent qu'il ne s'agit pas d'un arrêt maladie de circonstance. Selon eux, Lucette Michaud-Chevry a véritablement besoin de ce temps de repos. Rappelons que l'ancienne ministre de la francophonie de Jacques Chirac est soupçonnée, ce n'est pas rien, d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs. Les enquêteurs cherchent à savoir en réalité si elle était au courant des nombreuses malversations de Fred Madinekouti, son directeur de cabinet, ou si ce dernier agissait à son insu. On observera que Lucette Michaud-Chevry ne prétend pas être victime d'un complot politique. Depuis vendredi, les gendarmes et les secours de la Réunion étaient à la recherche d'Arnaud Pélage, un touriste martiniquais d'une trentaine d'années qui aurait fait un malaise alors qu'il se baignait. Ce mardi matin, le corps aurait été retrouvé par les plongeurs. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès. La soirée d'hier, lundi 8 mai, a porté à 12 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année. En effet, au quartier Prestige, au Lamentin, une voiture a percuté un piéton de 59 ans. L'automobiliste, en état de choc, a dû être transporté à l'hôpital. Ce dimanche 7 mai, en fin de matinée, le jeune arbitre de la rencontre ayant opposé les U17 du CS Vauclinois à ceux du CODST a été agressé sur le parking du stade du Vauclin au moment où il regagnait son véhicule. La rencontre s'était normalement déroulée. Le jeune arbitre a reçu un violent coup de poing qui lui a ouvert l'arcade sourcilière.
Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers de la commune, le jeune homme a été transporté au centre hospitalier où il a été soigné avant de regagner son domicile. L'auteur des faits, un joueur licencié au CODST, a été formellement identifié et la procédure disciplinaire à son encontre est actuellement en cours. Par ailleurs, une plainte sera déposée par la victime qui sera à cette occasion assistée par la Ligue de football. Aujourd'hui, mardi 9 mai, à la veille de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, célébrée tous les 10 mai en France depuis 2006, la députée de Paris, Cécile Duflot, a déposé 2 propositions de loi devant l'Assemblée nationale. La première défend la reconnaissance comme crime contre l'humanité du travail forcé qui a souvent remplacé l'esclavage après l'abolition. Et la seconde prévoit la mise en place d'une commission spécialement dédiée à l'étude de la question des réparations. Tandis qu'en Martinique, les centrales syndicales fêtaient le 1er mai en ordre dispersé, ce qui est à la fois symptomatique et symbolique. En Guadeloupe, un défilé syndical unitaire a réuni environ 20 000 personnes. C'est bien entendu énorme, surtout comparé au défilé squelettique auquel on a eu droit en Martinique. Bien entendu, Elie Domota, qui venait d'être réélu pour 3 ans à la tête de l'UGTG, a fait, comme à son habitude, un discours politique, invitant les Guadeloupéens à s'engager résolument sur la voie de la rupture totale avec ce qu'il appelle le système colonial français. Malheureusement, pas plus que dans ses autres discours, Elie Domota n'a expliqué comment s'organiserait la Guadeloupe quand elle aurait rompu totalement avec le système colonial français. Notons que ce 1er mai, Elie Domota a appelé les Guadeloupéens à ne pas participer à ce qu'il a appelé l'élection du président des Français. Ce dimanche 7 mai, le décret annonçant la création officielle du parc naturel marin au large de nos côtes a été publié dans le journal officiel. Le projet initié suite à la visite de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, au mois de mars dernier, se trouve ainsi concrétisé. Notons que cet espace de plus de 40 000 m² est le 2e plus grand en France après celui de Mayotte et qu'il sera géré par un conseil composé de 53 acteurs martiniquais. Un décret publié le 4 mai dernier précise les missions que l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB, exerce avec l'appui du Muséum national d'histoire naturelle pour mettre en œuvre les politiques de connaissance et de conservation de la biodiversité conduites par le ministère de l'Environnement. Ces missions sont importantes et concernent les Outre-mer au premier chef, car, on le sait, c'est dans ces Outre-mer que se trouvent les plus grandes richesses de la France en matière de biodiversité, exactement comme dans le domaine de la mer. C'est pour cela que certains élus nationaux ultramarins se battent pour que l'Agence française pour la biodiversité ait son siège dans les Outre-mer. Pour l'instant, le siège de la FB se trouve à Vincennes, pratiquement à Paris donc, tandis que des établissements se trouvent à Brest, Marin et à Montpellier pour le pôle scientifique et la mission communication. Notons qu'il existe un plan d'action européen pour la nature et la biodiversité sur la période 2017-2019. Nous y reviendrons. Les catholiques de Saint-Pierre qui ont pu rendre hommage aux victimes de l'éruption de 1902 dans leur cathédrale, en plein chantier ce week-end, s'inquiètent de la bonne marche des travaux, faute de financement. En effet, la municipalité se dit toujours en attente des aides de la CTM afin d'être en mesure de payer les centaines de milliers d'euros que lui réclament les prestataires. Différentiel, c'est le nom de la nouvelle exposition de peinture de Steph Destin que vous pourrez découvrir du 16 au 23 mai prochain, de 9h à midi, au Centre culturel à la rue Joinville, Saint-Prix, à Rivière-Salée. Le jeudi 27 avril, nous sommes rendus au siège de la Fédération des très petites entreprises de Martinique, à la zone d'Ilon 3000, où se déroulait la 5e édition des Jeudis de la stratégie. Ce rendez-vous annuel est un séminaire où le caractère innovant du format se concilie parfaitement avec une ambiance des plus conviviales. Comme lors des précédentes rencontres, plus d'une trentaine de chefs d'entreprise s'étaient réunis pour suivre ce qui est, de fait, une formation essentiellement centrée sur la mise en place de stratégies d'entreprise. Mais attention,
Il ne s'agit pas d'avoir un formateur débitant son cours devant sa classe. Non, les intervenants sont des entrepreneurs de très haut niveau, ayant parfois travaillé pour les plus grands groupes en France et de par le monde, et le speech se déroule depuis Paris par visioconférence. Par ce moyen, ce sont les fédérations de Martinique, mais aussi de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et même d'Algérie et du Mali qui peuvent bénéficier à distance de ces échanges. Ce jeudi, c'est Xavier Fontanet, ex-PDG du groupe Essilor, administrateur chez L'Oréal et Schneider Electric, qui était venu partager son expérience. Cette icône du capitalisme français nous définit la stratégie comme étant l'art de simplifier les situations complexes et nous explique que pour lui, cet art se répartit entre 50% de technique et 50% de psychologie. Un thème de cet échange nous a semblé particulièrement important. Comment choisir le bon moment pour s'endetter afin de soutenir la croissance de son activité? Cela vaut pour l'entreprise sans doute, mais aussi pour l'État et même quelque part pour les ménages ou les particuliers. Alors que l'opposition réclame l'organisation de nouvelles élections législatives, le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a convoqué hier, lundi 8 mai, une assemblée nationale constituante. C'est un dispositif prévu dans la Constitution vénézuélienne. La base de discussion de l'Assemblée nationale constituante est la Constitution elle-même, les droits fondamentaux, les principes garantis dans cette Constitution. La convocation d'une Assemblée nationale constituante demande de réaliser des élections directes et secrètes pour les 500 députés constituants de tout le pays. Les opposants affirment qu'il s'agit d'un coup d'État déguisé et continuent de réclamer des élections, disons, normales. Des cadenas d'amour vont être vendus aux enchères. Si vous connaissez Paris, vous n'avez pas manqué d'être surpris, c'était avant 2015, par les milliers de cadenas accrochés à plusieurs ponts qui traversent la Seine. Ils étaient mis là par des amoureux, essentiellement des touristes, désireux de témoigner de leur fidélité de cette façon. Plusieurs centaines de milliers de ces cadenas étaient ainsi accrochés aux grilles des ponts de Paris, engendrant deux problèmes majeurs, une dégradation durable du patrimoine et un risque pour la sécurité des visiteurs, parisiens et touristes. La ville de Paris avait lancé le retrait définitif en juin 2015. Sur le pont des Arts, dont des grilles avaient ployé sous le poids du métal, comme le pont de l'Archevêché, près de Notre-Dame de Paris, la ville a remplacé les grilles par des plaques de verre. Des agents municipaux passent régulièrement depuis pour enlever les cadenas qui s'accrochent ça et là. Le nettoyage du pont des Arts avait donné 45 tonnes de métal. Du pont de l'Archevêché, 20 tonnes avaient été enlevées. La ville de Paris a décidé de vendre aux enchères, le 13 mai prochain, un certain nombre de ces cadenas d'amour. 165 lots seront proposés aux collectionneurs, 150 grappes de quelques cadenas et 15 morceaux de grille du pont des Arts, surchargés de centaines de ces objets portant les initiales ou les prénoms d'amoureux du monde entier. Les grappes, estimées entre 150 et 200 €, ont été montées sur des socles de bois ou taillées dans du pavé recyclé de Paris. D'autres ont été accrochées à une structure en plexiglas. Les grilles sont estimées de 5 000 à 10 000 € selon la taille. La plus grande fait 3,20 m de long et sont également montées sur des structures en bois. Les bénéfices de la vente, ce sera la seule, iront à 3 associations qui s'occupent de l'accueil et l'accompagnement des réfugiés accueillis par la ville, Solipam, l'Armée du Salut et Emmaüs Solidarité. Retrouvez votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de manger bio pour être en bonne santé? Sondage. Sondage. Pensez-vous qu'il faille manger bio pour rester en bonne santé? Pas forcément. Pourquoi tu dis ça? Parce que bien souvent on nous dit que c'est bio et ce n'est pas le cas. Je dis juste pour être en bonne santé, il faut juste faire attention à ce qu'on mange. Arrêter de manger fast-food surtout.
Arrêter de manger gras, sucré, faire un peu de sport, manger des légumes pays, pas forcément bio, parce que c'est plus cher déjà. Et puis, boire de l'eau. Oui, je pense que ça fait partie de la bonne santé, le bio. Ouais, on peut manger 50-50. Hein, faut pas tout supprimer, mais il faut pas tout trop bien regarder, mais pas... Voilà, faut faire attention. Pensez-vous qu'il faille manger bio pour rester en bonne santé? L'essentiel, c'est de ne pas exagérer dans tout. On peut manger n'importe quoi, mais il ne faut pas manger dans tout. Manger bio, c'est une mode. Mais si on mange trop aussi bio, on peut tomber malade. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas exagérer. Oui, il faut manger bio, mais au jour actuel, manger bio, c'est presque quasi totalement impossible. C'est vrai qu'on va planter ses légumes, on va manger bio, mais on ne pourra pas tout faire de nous-mêmes. Donc c'est sûr qu'on doit, à des moments, on va effectivement consommer autre chose que du bio, sans le savoir en plus. Hein. Ça veut rien dire parce qu'en fait maintenant, dans les magasins, il suffit de mettre une étiquette bio et puis ils pensent que c'est bio, mais qui sait vraiment que c'est bio? Moi je dis, pour moi j'ai bio, c'est vraiment cultiver le propre produit chez soi et puis voilà. Pensez-vous qu'il faille manger bio pour rester en bonne santé? Certainement, mais il faut vérifier que les produits bio soient vraiment des produits bio. Oui, je pense. Oui, je pense, oui. J'essaye. J'essaye, c'est pas toujours évident, mais j'essaye. Mais oui, manger bio, oui, tout à fait. Il y a tellement de bêtises maintenant dans la nourriture que vaut mieux. Pas obligatoire, hein. Pas obligatoire, non. Faut mélanger. Oui, il faut mélanger. Seulement, il faut savoir ce qu'on mange, hein, quand même. Hein. Non, on n'est pas obligé de manger bio pour rester en bonne santé. Il suffit d'avoir une hygiène alimentaire. C'est-à-dire manger ce qu'il faut, quand il faut. Sondage. Sondage. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais il est pour le moins curieux de voir avec quelle constance et quelle unanimité les journalistes martiniquais ont tenté dimanche de minimiser la performance de Marine Le Pen en Martinique avant de se reprendre, il est vrai, lundi. Dimanche, dans à peu près tous les commentaires, il n'a été question que le pourcentage, 22%, et de comparaison avec celui d'Emmanuel Macron, 77%. Il n'y a pas photo, en effet. Mais il n'y a pas que cela. Derrière ces pourcentages flatteurs pour le nouveau président se cache une réalité incontournable. Marine Le Pen a plus que doublé son nombre de voix au second tour par rapport au premier. 12 000 à 30 000. Pour avoir une idée, Alfred Marie-Jeanne, au premier tour des élections à la CTM, a fait environ 36 000 voix. 6 000 voix d'écart donc. Ce n'est pas énorme. Yann Bonplaisir avait fait 17 000 voix à ces mêmes élections. Il est, lui, loin derrière l'ex-présidente du Front National. Nous savons bien qu'il est toujours périlleux de comparer les chiffres d'élections qui ne sont pas les mêmes. Mais cela donne tout de même une idée de la façon dont les Martiniquais reçoivent désormais la philosophie du Front National. Elle ne leur fait plus peur, surtout si on prend en considération tous les bulletins blancs ou nuls et puis les abstentions, bien entendu. Il est clair que malgré le soutien de toute la classe politique de Martinique, Emmanuel Macron n'écrase pas vraiment son adversaire. D'autant que cet adversaire n'était représenté ici par aucun homme politique et que l'unique meeting organisé par son unique soutien, Juvénal Rémire, a été perturbé jusqu'à devoir s'arrêter par les indépendantistes du groupe Révolution Socialiste. Quant à Marine Le Pen elle-même, elle n'a pas été autorisée à venir en Martinique faire campagne. On ajoutera à cela l'existence d'un très actif comité Le Pen-Déro et le lourd passif accumulé par le Front National en Martinique lorsqu'il était présidé par Jean-Marie Le Pen. Oui, vraiment, au moins certaines idées du Front National ont fait mouche cette fois en Martinique. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela?
La première chose à observer, c'est que Juvénal Rémire ne s'est pas tout de suite précipité pour créer ici une structure frontiste dont la base aurait été les 30 000 voix de Marine Le Pen. Il a décidé de se retirer de la politique, en tout cas pour l'instant. Il semble par contre que Madame Janvier, que l'on a vu à côté de lui à l'occasion du tribunal de nous-mêmes sous notre antenne, se propose, elle, de créer en Martinique un parti lepéniste. En la circonstance, c'est sans doute M. Rémire qui fait preuve de sagesse, car il est certain que, même si les voix de Marine Le Pen ont du sens, elles ne sont sûrement pas toutes acquises totalement à l'idéologie du Front National. Une bonne partie de ces voix vient sans doute de ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ces deux candidats, Le Pen et Mélenchon, avaient en commun le retrait de l'Europe et le rejet de l'establishment politique et financier qui, selon eux, dirige la France depuis des décennies. Par ailleurs, messieurs Copette, Chaumet et Lordino, tous trois membres du Parti progressiste martiniquais, ont choisi une autre voie. Ils ont démissionné du PPM et créé un nouveau parti, Convergence politique, qui de toute évidence veut surfer sur la vague Emmanuel Macron. Mais ce dernier a très clairement demandé que ceux qui le soutiennent rejoignent le parti qu'il vient lui-même de créer, La République en marche. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? On peut sans doute se poser la question. Un début de réponse sera donné jeudi, lorsqu'Emmanuel Macron va révéler le nom des candidats qu'il présente aux élections législatives. On sait déjà que des manœuvres ont lieu et l'on entend les noms de Daniel Robin ou d'Audrey Pulvar. Chantal Meillan nous a dit hier, dans un 100% politique, avoir été charmé par le programme d'Emmanuel Macron pour les Outre-mer. Après jeudi, on attendra dimanche pour savoir le nom du Premier ministre et sans doute très vite après la composition du gouvernement. Henri Chalus, le président du Conseil régional de Guadeloupe, s'est déjà positionné. Il se voit bien ministre des Sports. Mais peut-être qu'il est temps de donner une petite chance à un Martiniquais. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de codéine. Dans l'organisme, une enzyme du foie peut transformer la codéine en morphine. Normalement, cela prend du temps, mais chez un petit nombre de personnes, cette transformation est anormalement rapide. Résultat, leur concentration sanguine de morphine est plus élevée, d'où un risque toxique et un risque d'insuffisance respiratoire, ayant déjà abouti à des décès par ingestion de codéine. Récemment, une nouvelle évaluation de ce risque par l'Agence européenne du médicament a établi un lien entre la prise de codéine et l'ablation des amygdales ou des végétations dans le but de traiter une apnée obstructive du sommeil. C'est pourquoi de nouvelles recommandations ont été émises. Le risque étant surtout élevé chez les nourrissons et les jeunes enfants, l'Agence européenne du médicament recommande de ne plus donner de codéine aux moins de 12 ans. Sans surprise, la codéine ne doit pas être non plus utilisée après l'ablation des amygdales ou des végétations, lorsque l'opération est réalisée dans le but de traiter une apnée obstructive du sommeil, et ce, quel que soit l'âge de l'opéré. Elle ne doit pas être non plus utilisée chez le mineur pour traiter une douleur aiguë modérée, le paracétamol ou l'ibuprofène en venant généralement à bout. Enfin, les femmes enceintes et les jeunes mamans qui allaitent ne devraient pas non plus l'utiliser afin de ne pas encourir de risques inutiles pour leur bébé, la codéine passant dans le lait maternel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette édition. Catherine Emmanuel, Pierre-Éric Witz, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Getty Galva, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Ce journal sera rediffusé ce soir à 22h35, demain à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez aussi revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu garde la Martinique.